On va suivre dans un instant ce qui s'est passé avec les motos. Pour l'instant, ce sont les camions qui se préparent. Bernard, qui avait gagné un prologue sur Audi, c'était en 85 ? Oui, en 85, oui, à Cergy-Pontoise, un parcours extrêmement gelé, très dur et qui a fini par fondre. Ça avait été vraiment une galère très difficile et il fallait faire attention de ne pas faire de bêtises. Et un prologue est toujours dangereux. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de vos Dakar ? Des souvenirs affectifs profonds, puisque j'ai quand même été souvent avec Bernard Giraud, avec Daniel Balavoine. Ça a été toujours pour moi, c'est une épreuve qui avait pour but principal de passer un bon moment dans des pays sympathiques et une aventure humaine pour moi importante. La seule année où je l'ai fait avec Alain Mahé, avec l'Audi, donc l'équipe officielle, c'était vraiment pour essayer de gagner ce Paris-Dakar. Et là, notre motivation était tout autre. D'ailleurs, puisque nous avions gagné le prologue, c'était quand même pour affirmer nos intentions initiales d'une façon très forte. Et nous sommes restés en tête du rallye pendant 8 ou 10 jours et l'embrayage a cassé. Nous avons dû laisser notre place enviée par beaucoup d'une façon un peu prématurée. Et ouais, ça c'est aussi la difficulté du Dakar, il faut aller jusqu'au bout. Alors on a aperçu tout à l'heure quelques camions, je pense que Jean-Marc Rousselet va nous les montrer de nouveau, car là on attend le départ de ces gros camions qui seront à la fois dans la course et à la fois aussi camions d'assistance, comme le Perlini que vous découvrez actuellement, de Francesco Perlini, qui va servir aussi d'assistance rapide à l'équipe Duc Z et qui ne va pas tarder, je pense, à s'élancer, en tout cas si on respecte les horaires. Toujours est-il qu'ici, eh bien, les milliers de spectateurs attendent aussi le défilé des camions parce que c'est toujours très impressionnant, c'est toujours une belle bagarre. Et donc le premier qui s'élancera dans un instant, c'est donc Perlini, suivi de l'autre camion d'assistance rapide Duc Z Oussa, et puis après on retrouvera Georges Groine. Georges Groine qui lui servira d'assistance rapide à l'équipe Citroën. Alors comme pour l'instant ça bouge pas tellement du côté des camions, ce que je vous propose c'est de faire peut-être plus ample connaissance avec celui qui est ici chez lui, Gérard Bourgoin, qui est né ici à Chaillé. C'était le fils du boucher du village et puis bien, il a monté son affaire, Gérard Bourgoin, et il est devenu l'un des tout premiers mondiaux dans l'agroalimentaire. Vous connaissez sans doute ces marques, ces poulets Duc de Bourgogne, rendus célèbres par Auxerre, le club de foot juste à côté, dont il est vice-président. Et il a beaucoup de passion, il a beaucoup d'intérêt dans le sport et dans beaucoup de domaines. Gérard Bourgoin, Thierry Blanco est allé le rencontrer. Thierry Blanco, qui est pilote d'avion, bien sûr, était ravi de rencontrer Gérard Bourgoin, qui est aussi pilote d'avion. Alors ouais, beaucoup de paris, de victoires là dans la bouche de Gérard Bourgoin. On va voir pour lui comment ça s'est passé dans un instant. On va peut-être jeter un coup d'œil sur les camions là qui sont en train justement de s'élancer sur cette piste avec ce camion de Francesco Perlini, le fils du créateur de la marque, et qui n'avait pas vraiment envie de se lancer sur le Dakar. Et puis Gérard Bourgoin est allé le voir et puis avec son sens de la persuasion, il a réussi à le convaincre de faire son assistance rapide. Et donc là, il y a deux camions Perlini engagés, donc là avec Francesco au volant et l'autre avec Oussa qui va lui aussi servir d'assistance rapide. Voilà, il est au départ là justement. C'est un habitué lui aussi. Et les camions qui ont eu aussi une histoire très importante sur le Dakar, ils plaisent énormément au grand public avec, vous entendez là les coups de klaxon qu'ils lâchent au fur et à mesure qu'ils s'élancent. Et donc ces camions, eh bien, vont avoir un double rôle, participer à la course et servir d'assistance rapide aux équipes de tête, là en l'occurrence donc celle de Gérard Bourgoin. Et puis tout à l'heure, eh bien, alors que sur la grille de départ se prépare Georges Groine, mais on en reparlera dans un instant. On a commencé à ouvrir la page voiture avec Bernard Darniche tout à l'heure et puis toutes les intentions de victoire de Gérard Bourgoin. On va voir justement comment ça s'est déroulé ce matin avec bien sûr beaucoup d'intérêt autour du duel en perspective une nouvelle fois entre Mitsubishi et Citroën, mais il n'y a pas que. Donc vous allez le voir, c'était aussi très remuant du côté des autos. Et Jean-Louis Schlesser qui a le sourire, c'est donc le premier qui va s'élancer pour la catégorie des autos. C'est les deux roues motrices qui vont donner le coup d'envoi. Dernière interview de Jean-Louis Schlesser qui a pris l'option de partir seul dans son buggy. Tout le monde a voulu dire que c'est une folie, c'est un entêté. Et Bernard, on sait que Jean-Louis c'est le genre de garçon, lorsqu'il a une idée, il va jusqu'au bout. Oui, il va jusqu'au bout et c'est un méticuleux. Je pense qu'il a bien mûri et réfléchi son problème. On en a longuement parlé ensemble. Il a pris cette option, il pense qu'il a un intérêt à partir tout seul et qu'il fait abstraction des problèmes de navigation. Les motards le font bien, ce parcours tout seul. Donc il part du principe qu'une voiture la plus légère
possible et plus efficace d'une façon évidente. Effectivement, donc dedans il est seul, ce qui fait qu'il a donc pas de copilote. Ça fait quoi, une centaine de kilos en moins, tout ça, parce qu'avec l'équipement qu'il faut, les réserves d'eau, eh bien on gagne du poids. Et puis il a aussi adapté son habitacle pour pouvoir naviguer seul correctement. Il a changé son volant pour bien voir son GPS, pour ne pas avoir de problème de repère de ses instruments. Et donc il a complètement adapté ce buggy qui a une allure extraordinaire, qui ressemble presque à une Alpine, une grosse Alpine. C'est une très très belle auto. Mais enfin, pour en revenir à la conversation que nous avions précédemment, il y a le plan purement théorique des choses, le rapport poids-puissance, l'efficacité, puis il y a quand même le côté psychologique. Moi personnellement, je tire un grand coup de chapeau, parce que quand on est dans le potage, quand on se fait une saucisse, quand on est planté quelque part, et qu'on est tout seul, qu'on n'a personne à qui se confier, quand on est en panne, quand ça va pas bien, je vous garantis qu'il faut être très très fort moralement dans une voiture tout seul dans le désert. Et c'est quand même une option importante qu'il prend. Voilà, Jean-Marc Lederer vous a montré justement ce volant si particulier qui n'est pas fermé au-dessus, justement pour avoir un œil directement sur le GPS pour ne pas perdre ses repères. Alors beaucoup de monde, de plus en plus de monde pour assister donc au départ des autos. Il y a pas mal de buggy, une dizaine qui vont s'élancer dans ce prologue pour ce 15e Paris-Dakar. Et donc vous voyez ces voitures qui ont l'avantage bien d'avoir un coût moins élevé pour les privés notamment. C'est la difficulté, on parlait tout à l'heure des motos pour trouver du budget, c'est aussi un problème pour les autos. Jean-Louis a eu bien du mal à partir, le voilà, il s'élance. Jean-Louis Schlesser est donc parti, c'est une 2 roues motrices, hein, bien sûr, on vous le rappelle. Et puis cette année, il a obtenu de super résultats avec ce buggy qui a évolué considérablement d'ailleurs depuis le début de l'année. Il a gagné au Pharaon, il a gagné la Barra du Portugal. Et donc Jean-Louis Schlesser qui est le premier à s'élancer pour une course 2 roues motrices qui va être passionnante. On aura l'occasion d'en reparler. Alors on va découvrir là ensemble maintenant version auto, ce circuit qui est très serré et très dur aussi. Là c'est un boyau, complètement. C'est une épreuve qui n'est pas adaptée aux voitures qui vont parcourir les grands espaces. Mais apparemment sa voiture est très belle en suspension, elle est très bonne, elle a l'air maniable, elle a l'air relativement vive en inscription. Au moment du point de braquage, il n'y a absolument pas le temps de retard, elle a l'air très efficace. Il faut aussi dire que Jean-Louis est un énorme pilote, c'est un pilote plein de talent qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation et qui sait surtout faire la voiture en adéquation avec les difficultés qu'ils vont trouver. Et sur la ligne de départ, bien sûr, Gilbert Sabine. Vous parliez du palmarès des qualités de pilote de Jean-Louis Schlesser. Eh bien, Jean-Louis a été champion du monde de sport proton, on vous le rappelle, avec Mercedes en 89 et 90. Il a participé même à une course de Formule 1 qui est restée fameuse, puisqu'il avait eu au Grand Prix d'Italie un accrochage avec Ayrton Senna dans la chicane à Monza, ce qui avait privé Senna d'une victoire et ce qui avait privé McLaren d'un grand chelem. Ça aurait été 16 victoires pour 16 Grands Prix, mais c'est un accrochage malheureux. Et Jean-Louis était tout désolé d'avoir sorti Senna, mais c'était pas complètement de sa faute. On connaît le tempérament d'Ayrton Senna. On quitte la Formule 1 donc pour redécouvrir ce tracé. Vous voyez des virages très très serrés. Donc c'est technique, c'est pas très rapide, mais il faut être toujours bien placé dans la bonne trajectoire et éviter les sauts de puce parce qu'il y a des ornières qui sont très dures parce que bien sûr la terre est gelée. Mais oui, contrairement à d'habitude où on trouve des prologues avec quand même beaucoup de boue, et il était nécessaire d'une façon absolue d'avoir des pneus étroits pour avoir un maximum d'appui au sol, pour ne pas avoir des grosses dérives. Et là, paradoxalement, ils auraient pu mettre des pneus un peu plus larges pour avoir une meilleure adhérence au sol, parce que le sol étant vraiment du béton aujourd'hui, ils auraient pu transmettre d'une façon un peu plus efficace la puissance sur cette terre qui vraiment n'est pas du tout glissante apparemment. Alors c'est parti cette fois pour... oula, il y a un mouvement de foule là-bas, je me demande s'il n'y a pas eu un incident avec le buggy, on va voir ça tout à l'heure. En tout cas là on suit le deuxième buggy, le numéro 201, c'est le buggy Duc Z, piloté par Philippe Alliot avec à ses côtés Pierre Landreau. C'est un buggy qui est un prototype et qui développe 285 chevaux avec un moteur Porsche, car il y aura deux types de buggy avec l'écurie Bourgoin Duc Z, des buggy avec donc moteur Porsche et des buggy avec un moteur 2,5 litres chrono diesel, celui de la Safran, on en reparlera tout à l'heure, avec Philippe Alliot donc, qui prend le départ de son deuxième Paris-Dakar avec son copain Pierre Landreau, qui est un motard, qui en a parcouru un paquet de Paris-Dakar. Il en a fait 4 en moto, il a fait également le Paris-Moscou-Pékin en moto. Eh bien, il se donne un programme très chargé en ce moment, Pierre Landreau, parce qu'il s'élance donc de nouveau pour ce Dakar, mais cette fois en tant qu'équipier. Et dit, je suis là à côté de Philippe pour le calmer un peu, parce qu'il est tellement chaud au volant que moi je connais
bien l'Afrique et ensemble on peut faire une bonne équipe. Mais ça se voit très nettement, son style, le style de Philippe est beaucoup plus incisif que celui de Jean-Louis Schlesser. Il essaie de faire le meilleur temps du prologue, c'est net à son style de pilotage et à sa façon de s'inscrire en courbe et en virage. Il est là, il est sur un tour de qualif en fait. Il est sur son tour de qualif, c'est un pilote de F1, il est là, on sait qu'il est très rapide et il essaie d'après moi de décrocher le meilleur temps. Ce serait quand même pour Gérard Bourgoin, devant chez lui, devant son usine, quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y a eu des consignes. Hein, là. Il a demandé bien sûr à Philippe de réussir un coup d'éclat au prologue chez lui, au Chailly, on en parlait tout à l'heure. Et donc un nouveau départ pour le deuxième buggy équipé du moteur Porsche. Cette fois c'est Jérôme Rivière là, qui vient de s'élancer alors que Jean-Louis Schlesser en termine. Jérôme Rivière qui est un habitué aussi bien sûr des Paris-Dakar. Il a tout fait et c'est la première fois qu'il s'élance en deux roues motrices avec un buggy. Mais il a une très très grande expérience de l'Afrique. Il a été deuxième au classement marathon du Dakar en 89, 11e au classement général avec une Lada en 90, premier au classement marathon l'année dernière en 92 sur Nissan. Et là, il est aux côtés de Jean-Paul Cotret. Et lui, il va s'engager dans la nouvelle Coupe du Monde des Rally Raid dans l'écurie d'Uxed parce que Bourgoin a plusieurs casquettes. Il est donc industriel ici, il est chez lui, on le disait tout à l'heure. Mais il est constructeur maintenant de buggy, puis il est pilote, on va le voir s'élancer tout à l'heure. Mais avec Jérôme Rivière, c'est une assurance tout risque hein, quand on s'élance dans l'Afrique. Oui, c'est une grande expérience. N'est pas ce qu'on peut appeler un pilote de vitesse, mais c'est un pilote qui connaît bien l'Afrique et qui a démontré des qualités certaines, puisqu'il est dans l'équipe d'ailleurs de Gérard Bourgoin. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien les choses à ce niveau-là. Et s'il a souhaité avoir Jérôme auprès de lui, c'est qu'il a une certitude de résultat, si tant est qu'on puisse avoir une certitude quand on parle de rallye africain. Mais là, on voit que les consignes ont été données et ils sont tous très incisifs. À la limite, Jérôme en fait un peu trop pour pouvoir faire un temps qui va, comme on dit, faire péter les chronos. Je pense qu'il est un petit peu trop en dérive par rapport à Philippe, qui était lui d'une efficacité absolue. Et ouais, donc pour l'instant, on le retrouve là, Philippe Alliot, qui va en terminer. Là, c'est très serré, hein, c'est pas très large. Il ne faut pas se laisser emporter en sortie de virage, là justement, car très vite on tape contre les murs de terre qui sont très durs et donc ça pourrait endommager le véhicule. Voilà, ça passe bien là. Il faut toujours se relancer. Et c'est vrai que les buggy, on va en retrouver beaucoup cette année, tant mieux, ça revient à la mode. En 79, il y en avait déjà deux, mais aucun n'était parvenu à l'arrivée. Ils avaient cassé à Gadès. Et là, on passe maintenant aux buggy qui, eux, sont équipés du moteur Renault 2,5 litres turbo diesel, avec quelqu'un qui lui aussi est novice dans ce Paris-Dakar, c'est Alain Oreille qui est un pilote de rallye, vous le savez, remarquable, une grande efficacité, qui part avec Jean-Marc Andrier qui est son copilote habituel, qui lui a une expérience de l'Afrique. Et là c'est un sacré pari tout de même d'équiper ce buggy d'un moteur diesel, même s'il y a le turbo. Oui, mais vous savez, le principe de ces moteurs, c'est d'avoir du couple, c'est-à-dire une puissance à bas régime importante. Et là, a priori, c'est ce qu'il faut dans ce genre de situation. Il y a aussi un problème de consommation qui est moindre, donc embarquer moins de carburant. Donc ce n'est peut-être pas une option totalement idiote et stupide. A priori, en plus, les voitures me semblent bien équilibrées, les châssis bien faits, l'efficacité de la suspension a l'air tout à fait honorable. Et je pense que ce sont des voitures qui, en fin du compte, vont surprendre, même équipées de moteurs diesel. Bernard Lionel, oui. En compagnie de Jean-Louis Schlesser, justement, qui est arrivé il y a 2 petites minutes à peu près. Vos premières sensations dans le buggy, véritablement en course, j'allais dire? J'ai trouvé assez neutre. Par contre, j'ai des petites réactions dans le volant parce que la piste était vraiment gelée et très très dure. Et les ornières, on les ressent beaucoup plus qu'habituellement. Pourquoi avez-vous décidé de partir seul? C'est presque une folie. Jean-François. J'ai décidé de partir seul parce que finalement, j'essaie de faire un petit exploit parce que contre la concurrence qui, elle, a reconnu, on n'a pratiquement aucune chance. Alors moi, je me dis que y aller tout seul, ça sera quelque part un exploit si j'arrive au bout. On vous souhaite bonne chance. Oui, merci Jean-François. Alors que là, il semblait que Jérôme Rivière était un problème. Il était arrêté sur le tracé. Alors que là, on vous propose au départ Gérard Bourgoin. Gérard Bourgoin qui lui aussi s'élance
avec un moteur Renault 2,5 litres turbo diesel qui l'année dernière, Gérard Bourgoin, eh bien, s'était imposé dans la catégorie des 2 roues motrices et qui donc devant ses amis, devant son public, va essayer de bien figurer. Mais là, derrière cette masse de spectateurs, eh bien, il y a le buggy de Jérôme Rivière qui est à l'arrêt. Et là, évidemment, il est difficile pour nous de vous dire ce qui se passe exactement parce que c'est complètement de l'autre côté du circuit. Lionel, oui, avec Philippe Alliot. Alors Philippe, est-ce que vous aviez des consignes de Gérard Bourgoin d'aller très très vite ce matin sur les terres de Gérard? Non, c'est vrai que Gérard aurait aimé qu'ici on fasse quelque chose au prologue. Je crois que le prologue était trop dangereux, trop dur, c'est gelé, on risque qu'une chose, c'est de casser la voiture. Donc j'étais très prudent, j'ai essayé de glisser le moins possible pour pas taper justement ces espèces de rails en béton. Donc j'ai très prudent, j'ai pas voulu attaquer, j'ai pas voulu jouer mon rôle de sprinter, d'homme de la piste. Dakar est très loin et mon but vraiment c'est d'essayer d'arriver à Dakar. Arriver à Dakar ou essayer de gagner quand même? Non, gagner, ça ne sera pas possible. On a des monstres derrière nous qui sont Citroën et Mitsubishi. Donc ce qu'il va falloir, c'est pour moi d'abord m'amuser, découvrir un peu ce genre d'épreuve. J'ai un coéquipier qui est Pierre Landreau, qui connaît parfaitement, qui va être mon Saint-Bernard du désert. À moi maintenant d'apprendre un peu ce genre de terrain. Puis après, on verra plus tard si j'ai une voiture pour gagner. Pour l'instant, je me fais plaisir dans une équipe très sympa qui est l'équipe de Duc. Et Inch'Allah, on verra plus tard. Merci beaucoup. Ouais, Philippe qui nous disait qu'il allait pas si vite que ça, mais quand même il a bien attaqué. Sur un plan du pilotage, il était au maximum. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour faire un bon temps. Par contre, sur le plan du matériel, il est évident qu'il n'a pas à sa disposition. Et je ne parle pas de la voiture, mais des pneumatiques tout simplement. Là, je suis en train de regarder les Mitsu qui commencent à arriver. Et les gens qui ont équipé ces voitures, les équipes techniques, ont fait de façon à ce qu'ils aient tout le matériel nécessaire pour faire le meilleur temps. Ils ont des Michelin qui ne sont pas des slicks, mais qui sont vraiment des pneus pour aller très vite. Ça se passe de commentaires, on voit que la transmission de la puissance se fait sans problème au sol. Ils n'ont pas du tout les pneus de terre habituels et ils sont là pour faire péter des temps. Alors c'est Kenjiro Shinozuka qui a été le premier à s'élancer pour l'équipe Mitsubishi, qui est tenant du titre, puisque vous le savez, l'année dernière, eh bien, Mitsubishi avait réussi le triplé avec la victoire bien sûr de Hubert Auriol associé à Philippe Monet, mais Auriol depuis a changé d'écurie, il court pour Citroën, on le verra tout à l'heure, et Kenjiro Shinozuka qui avait terminé 3e l'année dernière, eh bien s'élance le premier pour l'écurie Mitsubishi. Évidemment, il y aura un duel une nouvelle fois entre Mitsubishi et Citroën. On a quitté, vous l'avez compris bien sûr, les 2 roues motrices maintenant pour les protos 4 roues motrices, et avec bien sûr de plus en plus de monde au bord de la piste pour voir maintenant eh bien, les pilotes qui sont susceptibles de remporter ce 15e Paris-Dakar, avec donc Kenjiro Shinozuka qui est associé à Henri Magne comme d'habitude et qui est là lui aussi à l'attaque. Et évidemment 4 roues motrices équipées comme elles le sont là, les Mitsubishi vont faire très mal. Lionel, pour l'instant au classement provisoire, c'est Jean-Louis Schlesser qui est en tête. Oui. Il a bouclé le parcours en 3 minutes et 28 secondes. Deuxième position pour Philippe Alliot, 3,33, et 3e position pour Jérôme Rivière en 3,37. C'est noté. Donc Schlesser meilleur temps. Et un petit mot sur les Pajero. Oui, les Pajero, il y en a un sur la ligne de départ qui est là vraiment pour faire je pense, le scratch au prologue. C'est Bruno Sabi, c'est un sprinter, c'est un pilote championnat du monde des rallyes. Il est bien habitué à ce style de conduite où il faut être très efficace dans un temps très court, sans toutefois en faire trop justement pour ne pas hypothéquer la suite des événements. Mais avec la voiture dont il dispose, les pneumatiques dont il dispose, je pense que Bruno Sabi a toutes les armes nécessaires pour faire une grande chose. Ah, ça attaque très fort, et sans doute que Bruno va évidemment essayer de prouver ce que vous venez de dire, à savoir qu'il va tout donner dans ce prologue, parce que c'est vrai que finalement... ouais, il est tout de suite à l'attaque. C'est vrai que même si c'est pas primordial sur le plan psychologique pour marquer le coup, c'est important de réussir des super temps dès le début pour montrer à la concurrence bien qu'on a préparé très soigneusement cette compétition. Bruno Sabi qui était très déçu, qui était resté sur je dirais presque un mauvais souvenir sur le Paris-Moscou-Pékin, car il avait fait l'essentiel de la course devant, et puis bon, avec des casses et des petits problèmes, il a été dépassé par l'Arctique, il s'est retrouvé trop loin au classement général, mais il avait fait une super course, et c'est un novice dans le style rallye raid. Sabi, ça fait sa 2e saison complète avec Mitsubishi, et il apprend très vite, et il se passionne bien sûr maintenant pour cette nouvelle forme de compétition. Il est aujourd'hui aussi associé à Dominique Serriès, son copilote, et bon, notamment en rallye, eh bien Bruno Sabi en 86 avait remporté le Tour de Corse, et en 88 il avait remporté le Monte-Carlo.
Et le voici donc qui s'élance après une saison 92 bien chargée. Puisqu'il avait donc... Oui, Jean-François? Oui, correction Lionel, une correction assez logique d'ailleurs. C'est en fait Philippe Alliot qui a le meilleur temps. 3,28, c'est pour Alliot. D'accord. On est bien d'accord, il y avait une petite erreur ici à l'arrivée. C'était l'inverse. Donc c'est ce qui nous semblait à l'image. Alors qu'on voit toujours le buggy de Jérôme Rivière qui est arrêté, qui est collé au rail là, le long de la piste. Et à mon avis, il y a un gros pépin pour qu'il ne puisse pas comme ça de nouveau repartir. Et on a vu à quelle vitesse, c'est bien. Il est de course sur glace et on n'a pas l'impression qu'il va vite, il fait toujours des super temps. Mais là, c'est quand même très net. Voilà, on a aperçu Shinozuka. Alors que c'est Erwin Weber qui s'élance à son tour, le troisième de l'équipe Mitsubishi, l'Allemand. Vous savez que cette équipe a une consonance allemande, puisqu'elle est dirigée par Ulrich Bremer. Et que donc cette année, Mitsubishi va tout faire pour garder son titre de vainqueur l'année dernière du Paris-Le Cap. Et Weber faisait partie de ceux qui étaient dans le tiercé gagnant. Lui aussi, c'est un pilote qui a commencé en rallye. Oui, et 3,23 également. Et c'est un pilote qui est très incisif actuellement et qui a les capacités pour aussi faire le meilleur temps. Qui, quelque part, et on ne le dira pas suffisamment, les pilotes sont toujours en train de dire « Oh, finalement, le prologue, ce n'est que le commencement de la course, on a bien le temps de voir. » Mais quand même, il faut quand même imaginer que pendant 4 jours, il ne va plus rien se passer et que le pilote qui va faire le meilleur temps sur le prologue va bénéficier des titres des journaux, des photos, etc. Donc, pour son employeur, c'est quand même primordial de faire le temps scratch. Et ce sera peut-être Shinozuka, Bernard, puisque le japonais vient de boucler le parcours en 3 minutes 23 secondes. Ah oui, quand même. 10 secondes d'écart quasiment entre les buggy et les 4 roues motrices. 3,23 donc Shinozuka. C'est pas surprenant, c'est dans la logique des choses. Et là, reste à savoir donc qui va remporter ce premier match entre Mitsubishi et Citroën. Pour le moment, ce sont surtout les pneumatiques Michelin qui font la différence parce que le type n'était pas du tout le même et l'efficacité des Michelin a vraiment tapé d'entrée très fort. Et ouais, on voit l'attaque pour passer la ligne d'arrivée. Mais il faut dire que les Michelin équipent les Pajero Mitsubishi, mais également les Citroën AX. Donc de ce côté-là, il y a match nul. Nous allons voir si c'est le même type de pneumatique utilisé. Ah, c'est presque comme en Formule 1, là, lorsqu'on s'élance pour un tour qualif, il ne faut pas se tromper dans ses choix. Alors là, vous voyez, on ouvre carrément le mur de terre pour évacuer le buggy qui est à l'arrêt, le buggy Lux Z. Et là, c'est parti pour Jean-Pierre Fontenay qui, dans cette équipe Mitsubishi, fait partie de ceux qui ont vraiment la grande expérience des rallye raids. Et c'est un peu lui l'homme de base et c'est lui qui servira un peu de Saint-Bernard, comme l'on dit, sur la piste aux 3 autres sprinters lancés devant pour bien leur porter une assistance rapide dans la mesure de ses possibilités. Mais c'est un pilote qui vaut mieux que ça. Il a terminé 11e du Paris-Moscou-Pékin en se dévouant beaucoup pour son équipe, notamment pour Sadi, quand celui-ci a connu des problèmes. Et Jean-Pierre Fontenay est associé à Bruno Bousmara. Et les voilà donc partis pour terminer le ballet des Pajero Mitsubishi. Donc des 4 roues motrices avec moteur turbo. Des voitures qui vont bien s'élancer sur les pistes lorsqu'elles sont roulantes à au moins 200 km/h. Lionel avec Bruno Sabi, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Première sensation, Bruno? Je crois que c'est le plus beau prologue qu'on ait jamais vu dans un rallye, en tout cas raid, parce que là les organisateurs sont vraiment impliqués. Le parcours est bien et puis pour une fois on n'a pas de boue et je crois qu'il n'est pas mal parce que c'est plus spectaculaire, il y a plus de vitesse. En tout cas, le coup est réussi. Pour nous, eh bien, on a quand même essayé de bien rouler pour avoir un bon numéro donc, au départ au Maroc, sans faire de folie, parce qu'on sait que si on fait une faute, eh ben, on part très loin dans la poussière. Alors donc, on a trouvé le compromis, je pense. On n'a pas fait de folie, mais on a bien marché. Ce Dakar sera vraiment une bataille entre Mitsubishi et les ZX? Je pense, parce que d'après ce qu'on a pu voir dans les derniers rallyes cette saison, on a vu que c'était un coup nous, et puis les performances sont très proches. Donc en tout cas, il va y avoir beaucoup d'intérêt dans ce rallye. La grande nouveauté, c'est le kilométrage des spéciales qui est exceptionnellement long. Savoir si ça ne va pas causer des problèmes à certains, déjà pour l'autonomie. Merci, bonne chance.
Et au départ, eh bien, Salvatore Servia qui part avec son Lada Samara, qui s'est bien intercalé l'année dernière dans le classement du Paris-Le Cap. Le voilà qui s'élance, l'Espagnol. Lui, c'est un habitué, il a 48 ans et il a découvert la compétition automobile un petit peu sur le tard, mais c'est devenu un fou furieux, un passionné de rallye raid. Et il est diplômé d'économie et il travaille dans une grosse entreprise de travaux publics, mais tous ses loisirs, eh bien, c'est bien sûr la conduite. Et l'année dernière, il avait fait très mal puisqu'il avait été leader dans le désert libyen. Il avait même gagné une étape spéciale sur une piste de... Le voilà, lui aussi à l'attaque quand même. Ah oui, ils font le maximum pour justement essayer de faire parler d'eux et puis ne pas partir trop loin dans la poussière également. Mais c'est quand même une alchimie extrêmement difficile à négocier dans le sens où, comme le disait Bruno, si on se loupe, on fait très mal quand même parce qu'il faut remonter tout le monde, on part derrière et il faut quand même être un pilote sûr, rapide et efficace pour être certain de faire un bon temps. Donc c'est un prologue qui a quand même une grande importance et qui donne une indication sur les capacités et la forme des pilotes au jour J. Eh bien, le plus en forme, c'est peut-être Bruno Sabi, Bernard, puisqu'il vient de signer le meilleur temps provisoire. 3,04 pour Bruno Sabi. Oui, il a tapé très fort et je ne suis pas du tout étonné parce qu'il avait vraiment, comme on dit, le couteau entre les dents, mais en restant très propre. Je dois vous signaler que les Citroën sont équipés du même type de pneumatique que les Mitsubishi, donc Michelin, du même type, équivalent sur le pneumatique. C'est la voiture qui va faire la différence et le pilote. Ensuite, toujours Salvatore Servia qui est associé à Puig sur cette Lada donc Samara qui développe 300 chevaux avec un moteur Porsche. Et c'est Hugues de Chenac qui prépare ce prototype. Alors qu'on voit apparaître sur la ligne de départ eh bien, la nouvelle robe, la nouvelle couleur des Citroën ZX. Il faudra s'y faire. Elles sont désormais toutes rouges. Et là, c'était un plan à l'intérieur carrément du moteur de la ZX. La première à s'élancer, eh bien, c'est celle de Pierre Lartigue. Pierre Lartigue. Posé dans cette discipline, il est pilote professionnel à part entière maintenant. J'en suis très content et très satisfait pour lui parce qu'il a eu beaucoup de mal à montrer qu'il avait les aptitudes à être un pilote d'usine à part entière dans une équipe de pointe comme Citroën. Et je pense qu'il aura à cœur à démontrer qu'il est très vite, encore une fois, sur ce prologue. Lionel, on a une confirmation officielle du classement provisoire. Donc en tête Sabi, deuxième Shinozuka, troisième Alliot, quatrième Schlesser, cinquième Oreille. Merci Jean-François, alors qu'on suit toujours Pierre Lartigue. C'est vrai qu'il déjà au sein de sa propre équipe eh bien, aurait forte émulation parce qu'il y a de sacrés clients qu'on va pouvoir le voir dans un instant. Et donc il faudra s'habituer à voir maintenant eh bien, les Citroën toutes rouges comme ça. Moi je trouve que ça leur va très très bien. Et ce sont des voitures qui ont un peu évolué par rapport au Pékin. Elles ont notamment toutes les voies larges. Et tiens, là il n'y a plus le buggy. C'est tout à l'heure le buggy des Dux Z là, qui était bloqué. Ils ont réussi à le sortir. Il était un petit peu dans la trajectoire. C'était un peu la trajectoire des voitures là, le long du mur de terre. Et là on découvre Harry Vatanen. Harry Vatanen qui revient, donc c'est le recordman de tout en ce qui concerne le Paris-Dakar. 13 victoires en rallye raid et au Baja. Il a gagné 4 fois le Dakar. Il a gagné 36 spéciales, 36 étapes. Alors il y a des épisodes célèbres aussi avec Vatanen. En 89, dans le prologue, il était sorti, vous vous en souvenez, à Barcelone. Et puis en 88, on lui avait volé sa 450 jours du côté de Bamako. Il a été disqualifié. Et puis c'est aussi bien sûr un super pilote de rallye. Avec 10 victoires en championnat du monde des rallyes. Il a été champion du monde en 81 avec Ford. Et le voici donc qui s'élance avec Christian Delferrier qui est un Belge. Et Harry Vatanen, alors là lui aussi c'est un fou furieux dans tous les sens du terme. Il n'est pas là pour rigoler à chaque fois qu'il s'élance. C'est pour donner le maximum de sa voiture. Et encore une fois, eh bien, il ne m'étonnerait pas que le grand blond au vert de lait soit aux avant-postes tout de suite dès le début. C'est bien dans son tempérament. Ah, certainement, il ne va pas laisser sa part aux autres. Et on doit constater que les temps sont quand même très 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 serrés puisque Sabi et Weber ont fait le même temps au 10e près, 3 minutes 04 juste. Donc ils sont pour le moment ex aequo sur ce prologue. Ça prouve quand même que c'est un prologue, comme le disait Philippe Alliot, extrêmement bien dessiné, qui est efficace et qui justement va permettre aux très bons pilotes de dégager leur adresse. Et Servia avec impatience le temps des Citroën. Je suis incapable visuellement comme ça de savoir si elles sont beaucoup plus vite que les Mitsubishi. En tout cas, l'Espagnol Servia a réalisé le même temps que Jean-Louis Schlesser, 3 minutes et 33 secondes.
Merci Jean-François. Oh là là, ça commence à soulever de la poussière. Il faut dire que bon, tout doucement, même si c'est pas la grande chaleur, eh bien le sol se réchauffe quelque peu à force de voir les passages qui étaient tout à l'heure maintenant des premières voitures. Et il commence à y avoir un peu de poussière dans les parties rapides où ça dérape. Eh bien les voitures arrachent un petit peu de terre. Ça devient de plus en plus spectaculaire, même si on voit la voiture sauter pas mal tout de même dans pas mal de portions. Mais ça passe bien, ça passe vite là aussi. Je sais pas, c'est difficile d'avoir vraiment une impression pour vous donner le temps, mais à mon avis, là, il attaque très très fort. Et puis on assiste vraiment à un prologue sur le plan de la régularité. On ne se rend pas compte finalement si le terrain évolue favorablement ou défavorablement. Là, ce sera le même terrain pour tout le monde et on va vraiment avoir une hiérarchie au niveau des pilotes et des voitures. Pour tout le monde. Donc il a gagné en voiture l'année dernière et il avait gagné en moto, vous vous en souvenez, en 81 et en 83. C'est le seul qui a réussi cet exploit. Hubert est également le seul à avoir pris le départ de tous les Paris-Dakar. Il est le seul désormais puisque l'année dernière les Farmaro ne s'étaient pas élancés faute de budget. Lionel, chez qui on va manger régulièrement Lionel, et qui nous fait vraiment une bonne cuisine. Lionel. Oui, Jean-François. Avec Pierre Lartigue. Pierre, première sensation dans la nouvelle ZX. Vos premières sensations avec cette ZX toute nouvelle, en tout cas pour sa couleur, en tout cas. Je crois que Pierre a fait le meilleur temps avec 3.03. C'est tout moins ce qu'on annonce ici sur la ligne de départ. Vous avez le meilleur temps a priori, 3.03. Je pense, mais il y a quand même des grands pilotes derrière, donc on verra plus tard. Ça a beaucoup d'importance de partir en premier pour un pilote, même moralement. Ben, vous savez, j'ai gagné souvent des prologues et puis c'est intéressant de partir en Afrique dans les premiers, donc pour ne pas avoir trop de poussière. Ah, il est toujours on laisse prudent, partir là parce qu'il y a un petit bouchon à l'arrivée. J'imagine, ouais, il est très entouré. Il est toujours aussi prudent, hein, Pierre Lartigue. Il dit toujours oui, je suis devant, mais il reste encore beaucoup de kilomètres. Et ça, c'est l'expérience africaine, bien sûr, de Pierre Lartigue qui prévaut. Il sait très bien que lorsqu'on n'est pas arrivé, c'est pas la peine de commencer à fanfaronner. Dernière ZX ça s'est lancé, c'est celle de Timo et Fred Gallagher. Et donc, il a été champion du monde des rallyes en 85 avec Peugeot. Il a participé au Paris-Moscou-Pékin aussi. Il a été malheureux puisque sa voiture, sa ZX, avait brûlé. Alors que Gérard Bourgoin a la gentillesse de venir nous rejoindre. Gérard, qui est, on le disait tout à l'heure, chez lui ici, et qui avait à cœur de bien réussir. Alors bon, pour l'instant, on a vu qu'il y avait un buggy qui était resté en rade, hein, malheureusement. Ah oui, premier virage, la boîte a craqué. Deuxième, elle a craqué un peu plus fort. Et à l'épingle sur lequel on a une reprise de première, c'était l'explosion. Je pense que j'ai perdu le pignon d'attaque. Donc ça, c'est la maladie la plus grave. Il n'y a pas de problème, il faut changer la boîte. Alors, on vient d'affûter un peu le règlement. Premièrement, j'ai fait sortir pour des raisons de sécurité, pour pas se faire exploser, parce que Bruno Sabi arrivait derrière, j'arrivais à sortir avant et pas le gêner. La preuve, c'est que il est pour le moment où j'ai entendu qu'il était premier au scratch, donc je suis déjà content d'avoir évité de lui faire perdre du temps, parce que c'est un grand champion. Et quant à nous, le règlement est simple, on va me tirer. Quand la course va être finie, on me sort dehors. Et si je suis capable de changer ma boîte de vitesse, de refaire toute ma mécanique, de refaire le prologue une nouvelle fois et d'arriver quand même à Beaune avant la fermeture des compteurs, c'est-à-dire dans 7 heures, ça veut dire qu'il va falloir travailler très très vite pour remplacer la boîte. D'abord, il faut que je la trouve, elle est dans mes camions d'assistance, on va falloir la porter à dos. Et puis c'est le commencement de la galère. Je ne pensais pas la vivre à Chaillé sur mes terres, mais c'est ça la course et il n'y a pas d'accident. Je crois qu'il faut quand même être content de ce qui se passe. Et puis c'est un peu l'incertitude, ça veut dire que rien n'est écrit. Tout le monde disait Bourgoin va faire ce qu'il veut chez lui. Puis vous voyez, la chance n'a pas été avec moi, les dieux du sport n'ont pas été avec moi cette fois. Ça sera peut-être pour le football. Ouais, ah bah oui, vous allez peut-être pouvoir gagner aussi. On n'est pas encore à Dakar et si on peut réparer, croyez-moi, je vais me battre jusqu'au bout. Et 3 heures ou 4 heures de pénalité, je pense que sur un 18 000 km, on saura les regagner et prouver qu'on a la moelle chez Renault et chez Duxet. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On espère en tout cas vous retrouver parce que c'est vrai que vous avez beaucoup pris de risques en essayant d'animer au maximum ce Dakar avec notamment l'engagement des buggy, des camions d'assistance Perligny dont on parlait et puis tout ce que vous avez créé ici à Chaillé. On espère en tout cas qu'on vous reverra bientôt avec donc tous les autres concurrents. Et donc on revient nous aux images avec Ambrosino
Ambrosino qui est lui un peu l'homme de base aussi de cette équipe qui prépare les voitures, qui les teste, qui essaie les nouvelles solutions et qui est un petit peu qui joue le rôle de Fontenelle en Mitsubishi, c'est-à-dire qu'il aide les sprinteurs qui sont devant lui au cas où il y a un pépin. Et puis c'est le véritable Africain de toujours. J'ai vraiment l'impression qu'il a participé à tous ces rallyes africains. Quand j'ai commencé à courir en Afrique en championnat du monde avec l'équipe alpine, il était déjà présent et il connaît vraiment parfaitement ce style de compétition. Bernard, avec Hubert Auriol qui vient de terminer son parcours. Première sensation dans la ZX, Hubert? Hubert? Ah, il a un petit problème avec son casque. Ah, voilà, ça y est, parfait. Vos premières sensations, Hubert, dans cette ZX? Ça va, avec les voies larges, on est beaucoup plus stable, mais on avait reconnu le prologue à pied et on fait bien attention de surtout pas toucher les bords parce que le terrain est tellement dur que c'est un truc à casser facilement une suspension. Donc on a essayé de rouler bien au milieu, pas jouer trop avec les dérives. Mais je pense que c'est mieux que ce soit gelé, parce que sinon ça aurait dû être un bourbier. Enfin, c'est un beau prologue, c'est sympa. J'avais fait à pied, je pensais que c'était plus rapide que ça, et en fait c'est tellement cassant qu'il faut faire gaffe, la voiture décroche, elle saute, mais... L'état d'esprit là, c'était quoi? L'attaque vraiment ou pas tant que ça? On est obligé d'attaquer, mais en même temps, on se dit que si on fait une erreur là, on risque d'avoir un sérieux problème par la suite, donc on est quand même très tendu, parce que c'est le début de la course, et je dirais pas que tout peut se jouer là, mais si on abîme la voiture là, en général, on le traîne toute la course, donc on attaque mais avec un peu de retenue. Dernière question, il y a une bagarre avec les Mitsubishi, mais il va peut-être y avoir aussi une sérieuse bagarre avec Pierre Lartigue. Comment ça va se passer? Surtout y avoir une bagarre intra-Citroën, mais je crois qu'on est très conscient qu'on est là pour faire gagner Citroën et faire gagner une ZX avant de penser à nous. Donc pour l'instant c'est un peu trop tôt parce qu'on se tient tous en une seconde là dans le prologue et on verra ça sur la piste après. Ouais, c'est vrai que c'est très très serré parce que pour ce qui est des temps des deux premiers en tout cas, Lartigue et Vatanen sont dans la même seconde et c'est pas étonnant mais c'est vous dire à quel point les voitures sont proches l'une de l'autre et derrière on trouve les Mitsubishi de Sabi et de Weber qui sont également à une seconde et dans la même seconde en 3.04. Là on change un petit peu d'écurie puisqu'on a vu tout à l'heure Giacomo Vismara qui s'élance seul sur son Range Rover. Il a pris l'option de partir seul aussi, lui l'italien. Et voilà. Et c'est un choix. Il connaît bien lui aussi, c'est son 10e Paris-Dakar. Il l'a couru en camion aussi. Et donc il a pris cette option de naviguer, de prendre les options tout seul. C'est courageux, comme on le disait tout à l'heure, parce que surtout cette année où il y aura beaucoup d'épreuves où il faudra, de spécial, il faudra aller naviguer seul au cap au GPS. Ouais, je trouve ça courageux et un peu, pour ma part, inexplicable, parce que à chaque fois que j'ai fait le Dakar, c'est pour vivre une aventure de groupe, pour vivre une aventure avec l'équipe, avec les gens qui entourent, avec la masse du Paris-Dakar, parce que je trouve que dans ces régions-là, vivre une telle aventure, c'est extraordinaire. Mais me retrouver tout seul dans une voiture, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée, parce que je ne pourrais pas faire partager les bons moments, les mauvais moments avec quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui est paradoxal pour moi. Enfin, chacun vit sa vie comme il a envie de le faire. Sergio Cioni qui s'élance, lui il est avec un équipier, Giulio Minelli. Les voilà partis avec leur Land Rover. C'est leur 3e participation au Dakar. Et là, bien sûr, à partir de maintenant, les temps ne seront plus du tout les mêmes, car vous voyez, c'est plus les mêmes véhicules, forcément. C'est une autre catégorie, on vise autre chose, c'est pas les scratchs là. Mais c'est parti en tout cas pour eux aussi, comme on a vu tout à l'heure pour les autos. On part avec aussi son petit fétiche pour avoir toute la chance possible. Là, c'est pas des marins, parce qu'ils n'ont pas peur des lapins, parce que les marins, ça les effraie plutôt. Pas du tout, la compétition est très différente pour ces garçons. Là, c'est l'aventure pour l'aventure, c'est le Paris-Dakar, et c'est complètement autre chose par rapport aux équipes officielles, Citroën et Mitsubishi, qui eux sont là pour faire de la pub, comme on dit, entre guillemets, et montrer leurs possibilités sur le plan pilotage, sur le plan démonstration technique pour les véhicules. Et la philosophie est diamétralement opposée. Là, ce sont des gens qui malheureusement ont un peu abandonné le Paris-Dakar pour des raisons économiques. La situation est difficile en ce moment pour trouver des sponsors, mais
malheureusement, si ça continue comme ça, c'est quand même eux qui font la masse du Paris-Dakar et qui ont la véritable réalité des choses. S'il n'y a plus dans l'avenir ces 200 ou 300 pilotes qui sont là pour faire le peloton, comme on dit, il me paraît difficile qu'il n'y ait plus que 2 ou 3 équipes d'usine qui fonctionnent dans une telle compétition. C'est bien le problème, c'est pour ça qu'on dit que le Dakar en est à un tournant important là, de sa vie, alors que justement l'équipage qui vous présentait son porte-bonheur, c'est celui d'Yves Tartarin et d'Alain Siravegna qui s'est donc élancé. Et vous voyez la suite maintenant des 4x4 qui sont derrière. On va faire peut-être abstraction de ces 4x4 pour retrouver dans un instant d'autres buggy, car les 2 roues motrices ne sont pas toutes passées. On va retrouver d'autres buggy avec des figures de légende du Dakar. Les frères Marot, on voulait absolument vous les montrer, Claude et Bernard, car ils font vraiment partie de l'histoire de ce Dakar, on le disait. Ils ont couvert toutes les éditions, sauf l'année dernière où ils n'ont pas pu trouver de budget. Cette année, ils s'élancent eux aussi avec un buggy qui porte en plus la croix des Touaregs d'Agadez, car les amoureux de l'Afrique que sont les frères Marot voulaient absolument rappeler à tout le monde que les Touaregs en ce moment vivent pas mal de difficultés au Niger et au Mali, et avec leur ami Mano Dayak, ils ont décidé de mettre cette superbe croix d'Agadez sur le capot de leur buggy équipé d'un moteur Renault. C'était le buggy qu'avait Gaston Rayet pour le Paris-Moscou-Pékin. Ils l'ont repris, un petit peu modifié, et les voilà qui s'élancent pour la première fois sur cette épreuve en 2 roues motrices, une épreuve qu'ils ont remportée en 1982 avec une R20 qu'ils avaient un petit peu bricolée. C'était, disons, l'époque encore, Bernard, où les privés bricolos astucieux pouvaient encore réussir quelque chose dans cette fantastique épreuve. Oui, ça a bien changé parce que maintenant il faut vraiment des écuries. Tiens, ils viennent de s'arrêter, ils ont un problème déjà, un problème mécanique apparemment, puisqu'ils n'ont absolument pas tapé. Mais j'ai remarqué déjà des variations incroyables au niveau de leur train avant. Il est évident que sur un terrain comme ça, les buggy ne sont pas avantagés par rapport à leur débattement et leur structure de suspension. Mais leur engin, avec l'empattement énorme qu'il a, doit certainement bien se comporter dans les grands mouvements du désert. Et là, ils ont vraiment des problèmes très difficiles à négocier. Ils n'avancent plus, c'est peut-être un turbo qui a cassé ou quelque chose comme ça. Ouais, en ce moment, les buggy n'ont pas tellement de chance. Tout à l'heure, Gérard Bourgoin nous racontait sa mésaventure. Et là, ils sont au ralenti, les frères Marot. Ils vont essayer d'arriver sans casser davantage leur mécanique à la fin de ce prologue. Et bien sûr, tout de suite, ils vont mettre le nez dans leur voiture, car nous étions la semaine dernière en leur compagnie dans leur petit garage du côté de Chartres. Et ils étaient en train vraiment de terminer au tout dernier moment le montage de leur voiture. C'est peut-être un petit problème dû justement à cette précipitation dans les tout derniers moments là qu'ils sont en train de payer. En tout cas, c'est un prologue fantastique dans la mesure où les 5 premiers de ce prologue sont dans la même seconde. L'Artigue a réussi donc le meilleur temps devant Vatanen, double ZX, et puis on trouve ensuite Sabi et Weber. L'Artigue et Vatanen ont réussi 3.03, Sabi et Weber 3.04, ainsi d'ailleurs que Hubert Auriol qui est lui aussi dans la même seconde que les 2 Mitsubishi. C'est absolument faramineux de retrouver dans la même seconde 5 pilotes sur un prologue comme ça, mais là aussi c'est pas une énorme surprise dans la mesure où, vraiment on le disait tout à l'heure, elles sont très proches ces voitures. Ben oui, c'est un enseignement qui nous démontre que les voitures sont extrêmement proches les unes des autres, que les pilotes aussi, leurs talents sont à peu près équivalents. Et puis que je pense aussi sur ce style de parcours où la moyenne est relativement faible, puisque 3 km, ça fait un peu plus de 60 de moyenne, on ne peut pas envisager extrêmement, des gros écarts, parce que c'est très étroit, très sinueux, très bosselé, donc tout en ayant envie de faire le meilleur temps, on a quand même cette crainte de taper une roue, et c'est quand même relativement facile. Les bords sont prêts, comme on dit, les voitures sont grosses, et il faut quand même être très vigilant. Mais ce qui prouve quand même ces écarts, c'est que les voitures sont proches, les pilotes sont proches, et qu'on va assister à une belle bagarre par la suite. Et on voulait aussi vous montrer, puisqu'on a beaucoup parlé des buggy depuis le début de ce prologue, la voiture que l'on suivait à l'instant, celle de Philippe Néo et d'Hervé Cottel. Hervé Cottel qui a réussi l'exploit en 1981 et vient de terminer deuxième juste derrière René Metsch et Bernard Giroux. Voilà, on va laisser là les buggy et les autres concurrents pour retrouver dans le détail donc le classement de ce prologue auto qui a été très chaud et très disputé.
Voici donc ce classement dans le détail avec un doublé Citroën, 3 minutes 03 pour Lartigue et Vatanen, à 1 seconde Sabi, Weber et Oriol, et puis derrière la suite des ZX et la suite des Mitsubishi évidemment, et on trouve à la 10e place Philippe Alliot qui finit à 25 secondes de Pierre Lartigue, une belle performance pour Alliot. Sachez également que Vismara est 11e, que Arnoux est également 11e et que Schlesser, Jean-Louis Schlesser termine à la 13e place. Donc on s'y attendait, hein, c'était normal, on le disait dans le commentaire, Bernard, ils ont été distancés les buggy, mais enfin ils s'en sont pas trop mal sortis. Il va falloir que ça tienne parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de cases de ce côté-là. En règle générale, les buggy sont dans des équipes entre guillemets moins structurées que les voitures de compétition pures. Et les équipes d'usine comme Citroën et Mitsubishi, mais enfin quand même, dans le désert, avec la longueur des étapes, il peut se produire des quantités de choses au niveau de la navigation, au niveau de l'ensablement. On sait que les buggy en Algérie vont quand même aller très vite parce qu'ils ont des débattements de suspension énormes, et on peut espérer des surprises, mais enfin, quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut tirer un enseignement clair et net, c'est Citroën, Mitsubishi et les autres. Alors c'est dans l'ordre, vous dites Citroën, Mitsubishi ou Mitsubishi, Citroën? Je ne sais pas si c'est un signe, mais personnellement, je tendrais à penser que c'est Citroën et Mitsubishi. Merci Bernard en tout cas d'avoir partagé avec nous ce prologue. Allez sur votre vélo, mais quand il fera un peu meilleur hein, pour vous entraîner, parce que là il fait vraiment trop froid. Merci à vous d'être venus et bonne année. Et là on va retrouver peut-être quelques camions au départ, car en ce moment eh bien, les camions continuent de tourner. C'est Oussa qui pour l'instant a le meilleur temps. Et puis on trouve ensuite Sukarawa, Butiar et puis Perlini qui a réalisé lui le 4e temps. Alors évidemment on vous a montré les premières motos, on vous a montré les premières voitures, quelques camions, mais vous n'avez pas tout vu car ils sont près de 154 à s'élancer, et Anne Gouraud qui va suivre avec nous ce rallye, elle a quasiment tout suivi avec Gilles Plic. Et Anne, vous allez pouvoir dans un instant nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ce matin, alors que là on suit encore les camions d'assistance des Lada notamment qui s'élancent toujours dans un froid très vif ici, même s'il reste encore pas mal de monde au bord. Et bien les spectateurs ont été très courageux de rester aussi longtemps, dans la mesure où vraiment ici et bien tout le monde a un petit peu froid et ça devient un peu difficile d'articuler correctement parce que les lèvres sont gelées. Alors Anne, dont je disais, pas mal d'émotions hein, au cours de ce prologue.